Envie et gratitude, chapitre 6 de Melanie Klein. J'ai souvent eu l'occasion de montrer les liens étroits entre ma conception de l'angoisse et ma technique. Cependant, l'angoisse, et ceci dès l'origine, n'est pas accessible directement sans les défenses qui se dressent contre elle. Comme je l'ai souligné dans un chapitre précédent, la fonction première et prédominante du moi est d'affronter l'angoisse. Si, comme je le soutiens, le moi entre en activité dès la naissance, c'est parce qu'il existe une angoisse primordiale, engendrée par la menace au-dedans dès l'instant de mort. Le moi cherche constamment à se protéger contre la souffrance et la tension que suscite l'angoisse. Il utilise ainsi des défenses dès le commencement de la vie postnatale. Je tiens depuis longtemps que la capacité plus ou moins grande du moi à tolérer l'angoisse est un facteur constitutionnel qui permet aux défenses de se développer. Si le moi est incapable d'affronter l'angoisse, il peut régresser à des défenses plus précoces ou même être contraint de se servir de défenses appartenant à un stade donné d'une façon excessive. Ainsi, la violence avec laquelle se manifeste l'angoisse persécutive et les moyens de l'affronter peuvent-ils perturber par la suite la translaboration de la position dépressive. Dans certains cas cliniques, surtout lorsqu'il s'agit de psychose, nous rencontrons dès le début des défenses apparemment si impénétrables qu'elles semblent défier toute analyse. Je vais à présent passer en revue certaines des défenses contre l'envie qu'il m'a été donné d'observer. Certaines d'entre elles, parmi les plus précoces, telles l'omnipotence, le déni, le clivage, sont renforcées par l'envie. J'ai signalé dans un des premiers chapitres de cet ouvrage que l'idéalisation est utilisée en tant que défense non seulement contre la persécution, mais aussi contre l'envie. Le clivage normal entre bon et mauvais objets peut avoir échoué de la prime enfance. L'échec est alors lié à l'envie excessive et aboutit souvent à un clivage entre un objet idéalisé d'une manière omnipotente et un très mauvais objet originel. L'objet, aussi bien que les dons qu'il prodigue, peuvent être valorisés de façon exagérée pour essayer d'atténuer l'envie. Toutefois, le fait d'envier d'une façon très intense peut se retourner tôt ou tard contre l'objet originel idéalisé et contre toute personnalité au cours du développement viendra en tenir lieu. Lorsque l'éclivage fondamental et normal entre l'amour et la haine est entre le bon et les mauvais objets échoué, une confusion entre les bons et les mauvais objets peut s'installer. Je vois la base de toute confusion, qu'il s'agisse d'états confusionnels graves ou de formes atténuées, telles l'indécision. À savoir une difficulté à conclure est une incapacité à penser clairement. Mais la confusion peut également servir de défense, et ceci à n'importe quel niveau du développement. La confusion, qui peut empêcher les sujets de reconnaître si le substitut de l'image primitive est bon ou mauvais, permet par ailleurs de neutraliser la persécution et la culpabilité qui surviennent lorsque l'objet primordial est attaqué ou détérioré par l'envie.
La lutte contre l'envie revêt un autre caractère lorsque certains sentiments de culpabilité apparaissent en même temps que la position dépressive. Même lorsque l'envie n'est pas excessive, la solitude témoignée à l'égard de l'objet, l'identification avec lui et la crainte de le perdre ou de nuire à sa créativité constituent un important facteur qui rend difficile la translaboration de la position dépressive. Ce mécanisme qui consiste à fuir la mer et à investir d'autres personnes admirées et idéalisées, cherche à éviter que les sentiments hostiles ne portent atteinte au son maternel, qui constitue par excellence l'objet envié, et donc haï. Cette fuite devient alors le moyen de sauvegarder le sang maternel et, de ce fait, la mère. J'ai souvent souligné que le mode selon le premier objet est abandonné au profit d'un second, le père, et est d'une importance capitale. Si l'envie et la haine prédominent, ces émotions se trouvent jusqu'à un certain point transférées sur les pères ou sur les frères et sœurs, et plus tard sur d'autres personnes. Par la suite, ce mécanisme de fuite est voué à l'échec. En se détournant de l'objet originel, le sentiment qui s'y rattache subit une dispersion, ce qui à un stade ultérieur peut mener à la promiscuité sexuelle. L'expansion des relations d'objets au cours de l'enfance est un processus normal, pour autant que la relation à de nouveaux objets se substitue, dans une certaine mesure, à l'amour porté à la mère et ne représente pas uniquement une fuite devant le sentiment de haine qu'elle inspire. Ces nouveaux objets peuvent venir compenser l'inévitable sentiment de perte du premier et unique objet, perte qui survient lors de la position dépressive. Dans une nouvelle relation, l'amour et la gratitude se trouvent alors sauvegardés à un degré variable. Bien que ces émotions soient dans une certaine mesure détachées des sentiments à l'égard de la mère. Si la dispersion des émotions est surtout utilisée comme défense contre l'envie et la haine, une telle défense ne saurait servir de base à des relations d'objets stables. Elle est trop influencée par l'hostilité persistante envers les premiers objets. La défense contre l'envie prend souvent la forme d'une dévalorisation de l'objet. La détérioration et la dévalorisation sont inhérentes à l'envie. Un objet dévalorisé n'a plus de raison d'être envié. C'est ce qui arrive à l'objet idéalisé. La rapidité avec laquelle cette idéalisation se fondre dépend de la puissance de l'envie. Mais le recours à la dévalorisation et à la ingratitude peut se rencontrer à tous les niveaux du développement, étant que défense contre l'envie est caractérisée en certains modes de relation d'objet. Certains patients, du fait de leur situation transférentielle, se mettent à critiquer une interprétation qui s'est avérée très utile jusqu'à ce que rien de bon ne demeure. Voici un exemple. Un patient, au cours d'une séance, parvient à résoudre un problème extérieur. Il commence la séance suivante en me disant qu'il me veut.
pour avoir éveillé en lui une angoisse intense en le confrontant avec ses problèmes. En fait, il se sentait accusé et dévalorisé par moi, parce que la solution ne s'était pas imposée à lui avant que nous n'ayons analysé son problème. C'est fou seulement à la réflexion qu'il put reconnaître l'aide effectivement apportée par l'analyse. La dévalorisation de soi constitue une défense particulière à certaines dépressions. Certains sujets sont incapables de cultiver leurs dons et de les exploiter. Dans d'autres cas, cette incapacité n'existe que dans certaines circonstances, à chaque fois qu'il peut être dangereux d'avoir à rivaliser avec une image prééminente. En dévalorisant leurs propres dons, ils nient leur envie, tout en se punissant à l'éprouver. L'envie à l'égard de l'analyste peut être mobilisée à nouveau par la dévalorisation de soi. L'analyste est alors ressenti comme étant supérieur au patient, d'autant que celui-ci s'est fortement dévalorisé lui-même. Le fait de s'en interdire tout succès peut être la conséquence de facteurs multiples, ce qui est d'ailleurs vrai pour toutes les attitudes auxquelles je me réfère. Mais j'ai constaté que c'était la culpabilité et la détresse de n'avoir pu sauvegarder les bons objets en raison de l'envie qui constituait une des racines les plus profondes de ce type de défense. Ceux qui ont instauré leurs bons objets de façon plutôt précaire vivent dans l'angoisse de le voir endommagé et perdu du fait de leurs sentiments compétitifs et envieux. Ils sont alors forcés d'éviter tout succès et toute compétition. Un autre type de défense contre l'envie est intimement lié à l'avidité. En intériorisant les sons maternels avec tant d'avidité que celui-ci devient dans l'esprit de l'enfant sa possession exclusive, entièrement soumise à son contrôle. L'enfant sent que tous les biens qu'il lui attribue lui appartiendra. C'est là un moyen utilisé pour neutraliser l'envie. Mais l'avidité, même avec laquelle cette intériorisation est effectuée, contient en germe la possibilité de l'échec. Lorsqu'un bon objet est solidement instauré et de ce fait assimilé, il peut non seulement aimer le sujet, mais encore en être aimé. Ceci caractérise la relation au bon objet, mais ne s'applique pas ou s'applique à moindre degré à l'objet idéalisé. Ce sentiment violent et impérieux de possession fait que le bon objet se voit transformé en persécuteur détruit. Il ne saurait ainsi empêcher les conséquences de l'envie. En revanche, la tolérance dont on fait preuve à l'égard d'une personne aimée se trouve également projetée sur d'autres qui deviennent ainsi des images amicales. Une méthode fréquente de défense consiste à activer l'envie chez les autres en faisant valoir son propre succès, ses richesses, sa réussite, bref, en renversant la situation. Ce mode de défense s'avère inefficace pour deux raisons. D'abord, il fait naître une angoisse persécutive. Les individus envieux, et en particulier l'objet interne d'envie, sont ressentis comme étant le pire persécuteur. Ensuite, cette défense est précaire,
pour une raison, un rapport, elle, avec la position dépressive, le désir de susciter l'envie chez les autres, particulièrement chez ceux qui l'aiment. Le désir de triompher, provoque la culpabilité et la crainte de leur nuire. L'angoisse qui apparaît ainsi altère la possibilité de jouir de ce qu'on possède et accroît à son tour l'envie. Une autre défense, souvent rencontrée, consiste à réprimer des sentiments d'amour et par là même à intensifier la haine. Ce qui paraît moins douloureux à tolérer que la culpabilité naissant d'une conjonction intime de l'amour, de la haine et de l'envie. Il n'y a pas alors nécessairement haine manifeste, mais sans différence apparente. S'abstenir de tout contact social constitue une défense du même ordre. Le besoin d'indépendance, qui est en soi un phénomène normal du développement, peut se trouver renforcé afin d'éviter la gratitude ou d'éviter la culpabilité concernant l'ingratitude et l'envie. L'analyse nous montre que du point de vue conscient, cette indépendance est fallacieuse. Le sujet reste indépendant à son objet interne. Herbert Rosenfeld a décrit un mécanisme particulier pour faire face à la confluence de parties clivées de la personnalité, parmi lesquelles on compte le parti le plus envieux et le plus destructif. On assiste alors à une intégration progressive. Il a montré comme l'acting out est utilisé afin d'éviter la réduction du clivage. Selon moi, dans la mesure où l'acting out est utilisé pour éviter l'intégration, il devient une défense contre les angoisses soulevées par l'acceptation de la partie envieuse du soi. Je suis loin d'avoir décrit toutes les défenses susceptibles de se dresser contre l'envie, tant leur variété est infinie. Elle se trouve intimement liée aux défenses contre les pulsions destructives et contre l'angoisse persécutive et dépressive. Leur efficacité dépend de nombreux facteurs internes et externes. Lorsque l'envie est intense et donc susceptible de ressurgir dans toutes les relations d'objets, les défenses contre elle semblent précaires. Celles qui se dressent contre les pulsions destructives qui ne sont pas dominées par l'envie semblent être bien plus efficaces encore qu'elles puissent entraîner des inhibitions et des limitations de la personnalité. Lorsque les éléments schizoïdes et paranoïdes prédominent, les défenses contre l'envie échouent. Les attaques dirigées contre le sujet entraînant en effet un sentiment accru de persécution dont seules de nouvelles attaques peuvent venir à bout, ce qui suppose un renforcement des pulsions destructives. Ainsi s'installe un cercle vicieux qui affecte la capacité à neutraliser l'envie. Ceci explique surtout aux schizophrènes et explique dans une certaine mesure ce qui rend leur traitement si difficile. L'issue est plus favorable lorsqu'il existe une relation à un bon sujet, ce qui suppose que la position dépressive a été en partie translaborée. L'expérience vécue de la dépression et de la culpabilité comporte le désir implicite d'épargner l'objet aimé et d'atténuer l'envie. Ces défenses
ainsi que beaucoup d'autres, jouent leur rôle dans la réaction thérapeutique négative. Elles signifient la capacité d'accepter ce que l'analyste peut offrir. J'ai déjà fait allusion aux différentes formes qu'empruntent les sentiments d'envie à l'égard de l'analyste. Lorsque le patient est capable d'éprouver de la gratitude, ce qui signifie qu'il est alors moins envieux, il se trouve dans une situation bien plus avantageuse pour tirer profit de l'analyse et pour consolider les bénéfices déjà acquis. En d'autres termes, les perspectives thérapeutiques sont d'autant plus favorables que les éléments dépressifs priment sur les éléments schizoïdes et paranoïdes. Il existe aussi d'autres modalités importantes pour neutraliser l'envie, telles que le besoin impérieux de réparation et la nécessité d'aider l'objet envié. Il y a alors appel, en fin de compte, à la neutralisation des pulsions destructives grâce à la mobilisation des sentiments d'amour. Deuxième partie, chapitre 6. Ayant mentionné la confusion à diverses reprises, il me paraît utile de passer en revue les états de confusion mentale le plus importants, pour autant qu'il apparaisse en diverses circonstances au cours de l'évolution normale. J'ai déjà mentionné que les désirs agressifs et libidineux, qu'ils soient ou rétro, anneaux, voire génitaux, qu'ils soient dominés par leur réalité, opèrent de la naissance. En l'espace de quelques mois, la relation aux objets partiels se suppose à la relation aux personnes globales. J'ai souligné que l'intensité des composantes paranoïdes schizoïdes et l'envie excessive sont parmi les facteurs qui, dès le début, estompent la différence et empêchent le clivage entre les bons et les mauvais sens. La confusion de l'enfant s'en trouve renforcée. Je crois qu'il importe au cours d'une analyse de rattacher tous les états confusionnels, même le plus grave, ceux de la schizophrénie, à cette inaptitude primordiale à distinguer le bon objet du mauvais objet originel. Mais il faut se rappeler de la confusion, que la confusion peut également servir de défense contre l'envie et contre les pulsions destructives. Cette difficulté entraîne des conséquences dont certaines ont déjà été annoncées. La culpabilité s'instaure de façon prématurée. Le jeune enfant est capable de séparer le sentiment de culpabilité et de persécution, et l'angoisse perspective s'en trouve accrue. L'angoisse persécutive s'en trouve accrue. J'ai aussi attiré l'attention sur le rôle important que joue la confusion entre les deux parents, qui s'installe lorsque l'image parentale unie est renforcée du fait de l'envie. J'ai rattaché l'installation prématurée de la génitalité à la fuite devant l'oralité, qui aboutit à une conclusion accrue entre les tendances et le fantasme oraux, anneaux et génitaux. L'identification projective et l'identification introjective font partie des facteurs qui contribuent de bonne heure à instaurer la confusion, en stoppant temporairement les limites, d'une part, entre le soi et les objets, et d'autre part, celles-ci qui séparent le monde intérieur du monde extérieur. Cette confusion empêche de reconnaître la réalité psychique. Une telle reconnaissance aide à percevoir la réalité extérieure
de façon objective et à mieux la comprendre. La méfiance et la crainte d'absorber de la nourriture mentale provient de la méfiance inspirée par ce qu'un sein envié et détérioré pouvait offrir. Si au bon départ, la bonne nourriture se trouve confondue avec la mauvaise, cette confusion retentira plus tard sur la capacité de penser clairement et d'établir une échelle de valeurs. Toutes les perturbations qui, selon moi, sont étroitement liées aux défenses contre l'angoisse et la culpabilité et qui sont déclenchées par la haine et par l'envie, se manifestent sous forme d'une inhibition à apprendre et retentissent sur le développement intellectuel. Je n'ai pas envisagé ici tous les autres facteurs qui peuvent être responsables de telles difficultés. L'intense conflit entre les tendances destructives, la haine, et les tendances intégratrices, l'amour, contribue à créer les états de confusion mentale que je viens de passer rapidement en revue et qu'on peut considérer comme étant normaux dans une certaine mesure. Au cours de l'intégration croissante et grâce à la translaboration réussie de la position des principes, ce qui suppose une plus grande élucidation de la réalité interne, la perception du monde extérieur devient plus réaliste. Un tel résultat est largement amorcé au cours de la seconde moitié de la première année et au début de la seconde. Ces changements sont ainsi essentiellement liés à une diminution de l'identification projective, qui fait partie des angoisses et des mécanismes paranoïdes schizoïdes.